Bonjour à tous, donc bienvenue à ce webinaire des générateurs qu'on organise dans le cadre du bilan de la première année du dispositif. Donc on va vous proposer un ordre du jour en deux temps. Je laisserai d'abord la parole à Amélie Renaud de l'ADEME, donc, qui est à l'origine de cette initiative des générateurs pour introduire le webinaire. Et ensuite, on a construit ce webinaire en deux temps. Le premier temps, on va essayer de revenir un peu sur le dispositif, son organisation, son fonctionnement et puis les missions des générateurs. On reviendra aussi sur le contexte réglementaire dans lequel s'inscrivent les missions des générateurs, avec une intervention de la DRIEAT, et enfin sur les aides disponibles pour le développement de projets solaires et éoliens, donc avec une intervention notamment de la métropole du Grand Paris. Et dans un deuxième temps, l'idée, c'est vraiment de revenir plus sur un bilan concret de cette première année du dispositif, donc avec quelques éléments généraux sur l'accompagnement de l'année, mais surtout des témoignages concrets de la part de nos conseillers sur des accompagnements menés tout au long de l'année aux différentes étapes d'un projet, et puis sur les travaux et les outils qu'on a développés dans le cadre du dispositif. Donc on a prévu deux temps de questions-réponses, un pour chaque partie. N'hésitez pas à poser vos questions donc, dans le chat. On essaiera de toutes les prendre. Si on n'arrive pas à toutes les prendre, on fera une synthèse par écrit, il n'y a pas de problème, qu'on diffusera ensuite. Les présentations vous seront partagées et le replay également. Donc vous aurez tout en ligne ensuite. Et voilà, je laisse la parole à Amélie pour introduire ce webinaire. Oui, bonjour à tous. Donc, Amélie Renaud, donc directrice régionale pour l'Île-de-France de l'ADEME. Alors, je ferai court pour l'introduction, peut-être juste souligner que voilà, je suis évidemment très contente de pouvoir être là pour fêter voilà, les 1 an de ce réseau des générateurs. Donc, c'est un réseau qui est encore jeune, qui a été mis en place sous l'impulsion et avec le soutien de l'ADEME Île-de-France. L'objectif étant de pouvoir accompagner les collectivités pour faire émerger davantage de projets. De développement des énergies renouvelables électriques, notamment parce qu'on sait bien que l'une des difficultés que rencontrent parfois les collectivités, et notamment les plus petites, c'est ce manque de connaissances techniques et d'ingénierie qui peut constituer un frein ou en tout cas susciter quelques résistances ou réticences lorsqu'un projet d'énergie renouvelable électrique pourrait émerger sur le territoire. Donc c'est pour nous vraiment important d'avoir ce rôle de conseil et de soutien donc, qui est mis en place grâce à ce réseau des générateurs Île-de-France. Et donc, merci à tous de contribuer à faire mieux connaître les énergies renouvelables électriques et à faire émerger des projets sur le territoire francilien qui, on le sait, a encore besoin, voilà, qui a un potentiel d'énergie renouvelable qui est encore largement sous-exploité. Et donc, on compte vraiment sur vous pour contribuer à ce développement. Peut-être juste pour élargir un peu le scope, on parlera aujourd'hui beaucoup d'énergie renouvelable électrique. Juste signaler que l'ADEME poursuit cette volonté et ce travail de développement de réseaux de conseil et d'appui auprès des collectivités avec la mise en place prochaine d'un réseau des animateurs chaleur renouvelable. Donc là, les thématiques sont différentes puisqu'on sera vraiment sur chaleur renouvelable, mais ça rentre dans le champ plus complet de l'animation et de l'appui aux collectivités que nous souhaitons mettre en place. Et donc, c'est vraiment une vision globale que nous souhaitons pouvoir déployer sur l'ensemble de l'Île-de-France. Je n'en dirai pas plus, donc merci encore à tous. Et donc, j'espère que ce premier webinaire anniversaire permettra de mettre en lumière la bonne dynamique qui se met en place au niveau des territoires. Et surtout, ce qui est important, c'est partager entre vous les bonnes pratiques et voilà, les bons conseils pour contribuer au développement des énergies renouvelables électriques en Île-de-France. Merci à tous et je laisse la parole à l'intervenant suivant. Merci beaucoup Amélie pour cette introduction. Donc comme je disais, je vais commencer par un petit temps de rappel juste pour remettre un peu dans le contexte le dispositif parce que tout le monde n'est pas forcément familier. Ça fait qu'un an qu'on est lancé, donc je vais revenir sur certains éléments de cadrage. Donc pour commencer, donc la mise en place du réseau des générateurs en Île-de-France répond à plusieurs objectifs.
L'idée, c'est de renforcer et de structurer un petit peu l'offre de conseils et d'accompagnement auprès des collectivités, comme ça a pu être rappelé, pour vraiment que cet accompagnement soit centralisé sur le développement du solaire photovoltaïque et de l'éolien. C'est bien les énergies renouvelables électriques. L'objectif, c'est aussi de proposer un appui technique donc aux élus dans différents cas de figure, que ce soit pour le développement d'une stratégie territoriale à leur initiative, dans le cadre d'un projet qui serait initié par un développeur ou des projets qui sont initiés directement par la collectivité. Appuyer également les équipes techniques aux différents niveaux, que ce soit juridique, réglementaire, technique, etc. Pouvoir aller plus loin avec eux. Et donc participer avec toutes ces actions à une vraie dynamique qui soit à la fois régionale et nationale pour partager les expériences de chacun et accompagner au mieux les territoires. Plus concrètement, donc en quoi consiste l'accompagnement des générateurs? Donc les générateurs, les conseillers générateurs sont là vraiment pour appuyer les collectivités au développement de projets solaires donc, et éoliens aux différentes phases en amont. Donc les phases amont, c'est ce qu'on appelle donc les 3 phases que vous voyez à l'écran. Sensibilisation et information qui sont vraiment les toutes premières phases où là on apporte plutôt des éléments de connaissances et d'aspects généraux sur les énergies renouvelables aux collectivités pour vraiment poser les bases de ce qui peut être fait. Ensuite, on a la phase d'émergence où là c'est plutôt sur voilà, essayer d'initier une démarche, une stratégie locale, identifier des sites propices ou des projets à développer. Et ensuite, la phase de développement, donc c'est vraiment là où on a identifié un petit peu ce que le territoire voulait faire. On a identifié un site, par exemple, ou un groupe de bâtiments, etc. Et donc là, on accompagne plus concrètement le début du développement opérationnel des projets. Donc l'idée, c'est bien de sensibiliser sur ces deux énergies pour apporter des conseils et des connaissances de premier niveau qui soient à la fois neutres et indépendants sur les différents aspects techniques, réglementaires et juridiques, en partageant des bonnes pratiques, des retours d'expérience, des exemples de projets, des visites, etc. Et l'objectif, donc, c'est de permettre surtout aux collectivités qui n'ont pas ou peu de moyens de pouvoir se lancer dans des projets et de monter en compétences sur ces sujets-là. Voilà, pour favoriser le développement de projets et faire en sorte d'atteindre au mieux les différents objectifs de développement des énergies renouvelables sur les territoires et puis aux différentes échelles dessus. Concrètement, le réseau, il est constitué d'une dizaine de partenaires. Donc la REC, dans laquelle je travaille, on coordonne le dispositif à l'échelle de l'Île-de-France. Et ensuite, les conseillers sont situés dans différentes structures, qui sont des structures locales à l'échelle de l'Île-de-France. Donc on a des agences locales de l'énergie et du climat, des syndicats des syndicats d'énergie, et on a énergie partagée pour tout ce qui est projet citoyen. Et on est en lien évidemment avec les différents partenaires institutionnels de la région, donc la DRIUAT, la métropole du Grand Paris et bien sûr la région Île-de-France. Et ce dispositif, comme ça a pu être dit, il est chapeauté au niveau national par l'ADEME qui a lancé tout ce dispositif et qui s'est décliné dans les différentes régions à travers des AMI. Ensuite, l'organisation du dispositif et donc l'accompagnement concret auprès des collectivités, il se fait de manière géographique. Comme je disais, les conseillers sont situés au sein de différentes structures donc locales. Donc chaque demande est ensuite relayée aux différentes structures qui sont localisées sur les territoires qui en font les demandes. Mais on a aussi une répartition par thématique, puisqu'il y a certaines structures qui couvrent un peu tout le territoire de la région, notamment les syndicats d'énergie pour certains, et énergie partagée qui intervient sur tout le territoire francilien pour la dynamique de projets citoyens. Malheureusement, il y a encore quelques zones blanches aujourd'hui dans le dispositif. Certaines zones ne sont pas forcément couvertes par des structures membres du consortium. Mais dans ce cas-là, c'est la règle, donc c'est moi qui prends le relais sur ces territoires. Et donc en résumé, les conseillers sont donc se sont structurés autour d'un socle commun d'action, puisque chaque structure a des missions assez similaires, mais malgré tout a quand même des profils assez différents. Donc l'objectif au moment de la structuration du dispositif, ça a été de travailler sur un socle commun d'indicateurs, d'action, pour pouvoir ensuite apporter une réponse commune à toutes les demandes, quels que soient les territoires et quelles que soient les sollicitations, pour pouvoir avoir une offre assez claire et lisible pour toutes les collectivités.
Donc l'accompagnement, il repose vraiment sur 3 principes qui sont importants, que j'ai déjà pu mentionner. Donc l'objectif, c'est d'avoir un accompagnement des conseillers qui soit à la fois objectif et neutre. On est vraiment là pour donner des informations, des conseils et des éléments de cadrage. On est un tiers de confiance et on se positionne vraiment dans les phases, amont. Ensuite, arrivé à un certain niveau de développement des projets, on laisse la main aux acteurs, les plus compétents, bureaux d'études, techniques et cetera, pour, heu, pour mener les étapes suivantes. Et enfin, juste pour conclure sur ce volet-là, si vous voulez être accompagné, c'est très simple. Vous avez 2 moyens de nous contacter, soit via le site, des générateurs, qui est hébergé sur le site de l'AREC, où vous avez un formulaire de contact, soit directement par mail à l'adresse, du réseau qui est sur la slide. Et ensuite, donc moi je traite la demande et je la transfère, directement au conseiller qui est identifié sur le territoire et qui reprendra lui, directement contact, avec vous. Voilà, donc voilà pour les premiers éléments de rappel et de cadrage. Je vais maintenant laisser la parole à la DRIEAT, donc à Axel Benoît qui va pouvoir, vous faire un petit rappel sur le contexte, réglementaire sur le développement des énergies renouvelables. Merci Dounia, bonjour à tous. Alors, pour parler rapidement du contexte réglementaire, je vais essayer de vous apprendre des nouvelles choses, même si on a beaucoup parlé de la loi APER ces derniers temps. Très rapidement, donc les articles qui vont principalement nous intéresser, c'est l'article 40 et 43. Alors j'ai précisé l'article 15 puisque ça parle de la définition des zones d'accélération, mais ça c'est pas du tout l'objet de notre discussion aujourd'hui, donc je ne répondrai pas aux questions sur le sujet, mais enfin, pour la plupart, vous avez mon contact et si vous ne l'avez pas, je le mettrai à la fin de ma présentation dans les conversations pour que, si vous avez des questions, on puisse en discuter. Donc, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc l'article 40, pour rappeler rapidement le contenu, c'est l'obligation d'équiper les parcs de stationnement supérieurs à 1500 m² d'un système de production d'énergie. Donc, par ça, on entend plutôt solaire photovoltaïque. Je tiens à préciser que ça peut être valable aussi avec le solaire thermique. On a tendance un petit peu à l'oublier, mais c'est aussi valable avec le solaire thermique. Et donc, pour les parkings de plus de 10 000 m², c'est à échéance 1er juillet 2026. Et pour les plus petits, donc entre 1500 m² et 10 000 m², c'est d'ici le 1er juillet 2028. Une nouvelle toute chaude qui sort du four et qui a été publiée ce matin au journal officiel, c'est le décret qui vient préciser un petit peu cet article. Donc, pareil, à la fin de ma présentation, ou alors je l'enverrai à Dounia pour qu'elle mette à jour le diapo, ou alors je vous le mettrai dans la conversation. Mais normalement, il vient préciser tout ce qui est cas, il vient toute exception, toute précision, normalement, tout, il vient apporter des réponses, ce décret. On en avait besoin. On sait que cette loi, elle est très bien, mais elle manque beaucoup de décrets d'application. Donc, c'est en train petit à petit d'être corrigé. J'ai malheureusement pas eu le temps enfin, vous le comprenez, ce matin, d'étudier complètement le décret, donc de vous faire ressortir les points intéressants. Ce que j'ai pu en balayant rapidement, c'est que en fait, il y a plein de choses qu'on avait déjà pressenties et qui figuraient alors, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il y a eu une consultation qui a été lancée sur ce décret. Et donc, de la version de la consultation, il y a beaucoup de choses qui ont été gardées, à savoir des éléments sur la rentabilité financière de l'installation qui peut être un gage d'exception et de dispense du fait d'équiper son parking avec des panneaux photovoltaïques ou thermiques. Donc, l'aspect économique, mais aussi l'aspect technique, l'aspect ombre et végétalisation du parking est précisé. Enfin, voilà, normalement, c'est une bonne chose et ça devrait régler tout un tas de problèmes sur cet article-là. Sur le deuxième article, bon, malheureusement, j'ai qu'une seule bonne nouvelle, il n'y a pas de décret sur l'article 43, enfin pas à ma connaissance. Mais bon, ne pas avoir trop de bonnes nouvelles non plus, chaque chose en son temps. Cet article 43, il va concerner donc tous les bâtiments, donc il y a la définition ici, donc tous les bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal,
administratifs. Enfin bref, la liste est longue. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est en gros quasiment tous les bâtiments qui ne sont pas de l'habitation et qui ont une emprise au sol au moins égale à 500 mètres carrés. Donc ces bâtiments-là, ils ont la possibilité, enfin ils ont l'obligation de soit s'équiper d'un dispositif de production d'énergie renouvelable. Donc encore une fois, ça peut être soit le photovoltaïque, soit le solaire thermique. On pense plus au photovoltaïque de par le fait que c'est quand même démocratisé. Ou alors d'un système de végétalisation. Donc encore une fois, c'est un petit peu plus précisé dans le décret. Il faut que ça réponde à plusieurs critères. Mais ici, on est plutôt poussé vers l'installation d'un système de production d'énergie renouvelable. On est un petit peu moins intéressé par la végétalisation. Et pour cet article-là, l'obligation prend acte, comme l'article 40 pour les parkings entre 1500 m² et 10 000 m², à partir du 1er juillet 2028. Je viens d'y penser, j'ai oublié de le dire. Pour l'article 40 et les parkings, il y a des sanctions financières qui sont prévues entre 20 et 40 000 euros par an si jamais l'obligation n'est pas respectée. Alors, le problème avec ces choses-là, c'est que comme à chaque fois qu'il y a une obligation et une sanction, il faut qu'elle soit constatée, donc il faut qu'il y ait des personnes qui viennent vérifier. Ça, je ne peux pas vous dire qui le fera, comment ça s'organisera. Malheureusement, on n'est pas allé jusque-là. Enfin, je pense que ça ne sera pas nous, ça sera probablement soit les services départementaux, soit directement les communes. Mais bon, il y a un petit flou à ce niveau-là. J'anticipe un petit peu les questions qui peuvent arriver. Que voilà. Sur la diapo suivante, alors ça va être assez rapide. C'est un sujet que je maîtrise moins. C'est alors la loi Industrie verte, pardon, qui a été promulguée en octobre dernier, qui vient modifier la procédure d'autorisation environnementale. Donc, je ne vais pas vous décrire le schéma, mais très rapidement, initialement, il y avait une phase d'examen, puis une phase de consultation, puis une phase de décision. Dans un souci d'accélération et de gagner du temps sur des processus qui pouvaient, selon le gouvernement, être mis en parallèle, il y a une nouvelle procédure qui a vu le jour. Donc, une étape de vérification de complétude de la régularité des projets qui peut plus ou moins s'apparenter à la phase instruction à la partie instruction dans la phase d'examen. Et ensuite, la phase d'examen et de consultation qui seront menées en parallèle. Donc, à savoir l'enquête publique qui sera en parallèle de l'avis de l'AE et de toutes les contributions que peut faire l'AE, toutes les demandes de contribution que peut demander l'AE aux différents services de l'État, divers et variés. Et ensuite, la phase de décision, elle reste inchangée. Je ne me prononcerai pas forcément sur la pertinence ou pas de ce changement de procédure. Je laisse chacun se faire son avis. Le seul élément qu'on peut potentiellement lever, c'est que un document qui était souvent utilisé lors des enquêtes publiques, c'était l'avis de l'AE pour permettre aux personnes de prendre connaissance des problématiques, des enjeux sur tel ou tel projet. Le fait de mettre les deux en parallèle, ça peut potentiellement, en fonction de comment c'est fait, poser problème à ce niveau-là. Je n'ai pas de retour d'expérience de projets qui sont passés par cette nouvelle procédure, et donc je ne peux pas vous dire si le ressenti de la part des services instructeurs, mais aussi de la part du porteur de projet ou des personnes concernées par l'enquête publique. Et voilà, c'est un point qu'on peut souligner. Et donc, je vous invite si jamais soit vous avez des retours d'expérience, je suis preneur, soit si vous participez à une enquête publique, si vous êtes concerné de près ou de loin à faire attention à ce point-là. Voilà, j'ai pas forcément d'autres choses à dire. Encore une fois, je vais rappeler mon mail. Je sais pas si tu l'as fait, Dounia, dans la conversation. Non, je Non, mais mettrai je mon pourrais les mail, mettre. je mettrai mon mail dans le chat. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je garantis pas de pouvoir répondre dans la seconde, mais
mais j'essaierai de faire au mieux. Je vous remercie. Merci Axel. Oui, je repartagerai les coordonnées des différents intervenants si vous avez des questions avec le PowerPoint et le replay ensuite. Donc merci Axel. Ensuite, pour conclure cette première partie, on voulait faire un temps de rappel sur les subventions disponibles à l'échelle de la région Île-de-France pour le développement des projets d'énergie renouvelable, notamment solaire et éolien. Je vais passer juste rapidement sur les subventions de la région en 2024, juste pour vous faire un rappel. Donc ça, c'est les subventions qui sont valables encore cette année. Je ne peux pas me prononcer pour ce qui sera ensuite mis en place pour les années suivantes. Mais en tout cas, pour vous donner un peu une idée de ce qui existait aujourd'hui, on avait 2 appels à projets côté région, un sur le développement des énergies renouvelables électriques et un sur les projets citoyens d'énergie renouvelable. Les 2 avaient des modalités, enfin des dépenses éligibles assez similaires qui pouvaient couvrir différents aspects des projets, donc à la fois aux études préalables, donc tout ce qui est études technico-économiques, études de structure, études juridiques, etc. Ça couvrait aussi des dépenses sur les travaux qu'ils appellent Solar Ready, donc c'est pour toute la préparation des toitures, donc pour refaire l'isolation, l'étanchéité, le désamiantage, etc. Et ensuite la phase vraiment concrètement d'installation des panneaux. C'était pour les projets en injection ou en autoconsommation, donc non cumulables avec les tarifs d'obligation d'achat de EDF, pas cumuler les aides publiques. Donc c'était vraiment deux aides différentes. Avec chacune des montants spécifiques avec différents plafonds. Je ne vais pas forcément revenir dans le détail. Tous les détails sont disponibles sur les 2 liens qui sont sur la slide et auprès de notre interlocutrice à la région. Voilà pour le volet région, donc je passe assez vite, comme je vous dis, la région pourra vous en dire un peu plus quand elle en saura plus sur la suite. Du coup, je laisse la parole à la métropole du Grand Paris, donc Guillaume Cloire, qui va vous présenter aussi les aides disponibles côté MGP. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc Guillaume Cloire, je suis chargé de mission rénovation thermique des bâtiments publics au sein de la métropole du Grand Paris. Donc je travaille également sur le volet photovoltaïque au sein de la métropole du Grand Paris et j'interviens pour vous présenter les dispositifs de financement de la métropole du Grand Paris et plus spécifiquement ceux qui sont liés au développement du photovoltaïque. Donc historiquement, au sein de la métropole du Grand Paris, il y a le fonds d'investissement métropolitain qui a pour vocation de financer une amélioration énergétique dans le cadre de rénovation de bâtiments publics. La métropole intervient pour le compte de ses membres, donc communes et établissements publics territoriaux ou acteurs on va dire, à mission de service public qui va effectuer des travaux pour le compte de la collectivité. Donc c'est quelque chose à prendre en compte, c'est que notre champ d'action est lié à accompagner les projets de nos membres. Historiquement, il y avait le fonds d'investissement métropolitain. En 2022, il y a eu la problématique énergétique d'approvisionnement qui était liée au conflit en Ukraine. Et donc, la métropole du Grand Paris a annoncé et a délibéré le 14 avril 2023 le fonds énergie. Et donc, en fait, ce fonds énergie intervient pour le développement des énergies renouvelables. C'est un fonds de 100 millions d'euros qui est disponible jusqu'en 2030 et qui a vocation à financer des projets de transition énergétique et notamment de développement d'énergies renouvelables. Tout type d'énergie renouvelable est éligible au fonds énergie. Il finance également les rénovations lourdes, on va dire les rénovations globales de performance énergétique des bâtiments publics qui en lien avec le décret tertiaire. Ce sont les mêmes bénéficiaires que ceux du FIM qui ont droit au fonds énergie. Donc nos communes membres, les établissements publics territoriaux et les acteurs qui travaillent pour le compte d'une de ces collectivités. Donc l'instruction se fait aussi au fil de l'eau et un porteur de projet, sa demande peut être traitée à chaque conseil métropolitain. Dounia, tu peux passer à la deuxième slide, s'il te plaît.
Alors, plus spécifiquement par rapport au photovoltaïque. À la métropole du Grand Paris, on s'est calqué avec le dispositif de la région pour être complémentaire. Et donc, pour nos membres, nous finançons les projets photovoltaïques, bien sûr, tous ceux qui sont concernés par l'arrêté tarifaire, enfin, la vente à EDF, obligation d'achat, ne sont pas éligibles du fait de l'arrêté du 6 octobre 2021 qui considère que toute aide locale est un doublement de subvention par rapport au tarif réglementé dont le tarif est abondé par EDF obligation d'achat. Donc tous ces projets, qui vendent ne serait-ce que 1 kWh à EDF obligation d'achat, ne sont pas éligibles. Et ça, il faut le rappeler, ce qui veut dire que ce sont que les projets qui sont en autoconsommation totale, donc il n'y a pas de revente, ou les projets qui ont une vente à un tiers que EDF obligation d'achat, qui sont éligibles à l'aide du fonds énergie ou même à toute aide locale ou publique locale. Donc, nous nous sommes calqués sur le dispositif de la région et nous aidons les projets photovoltaïques de nos membres à hauteur de 50% d'aide. Nous pouvons financer tout, comme le disait Dounias, qui est considéré comme PV Ready. Donc, nous pouvons financer les rénovations d'étanchéité, les renforts structurels, les ombrières, tous les équipements amont qui permettent de permettre à la toiture de réceptionner une centrale ou comme pour les ombrières, de pouvoir porter une centrale. Tous ces équipements amont sont éligibles à l'aide, en plus de la centrale en autoconsommation ou qui revend à un tiers l'électricité produite. Donc le taux d'aide est maximum et il est conditionné au niveau de performance économique de la centrale. Effectivement, les projections font que le prix de l'énergie va augmenter et est en croissance, on va dire, sur les 30 dernières années. L'énergie va coûter de plus en plus cher. En autoconsommation, quand on va éviter 1 kWh, plus le kilowattheure sera cher, plus l'installation sera performante économiquement. Donc, la centrale n'a pas vocation à être financée à des taux mirobolants si la centrale devient rentable, gagne de l'argent au bout de 4 ou 5 ans. Donc, en fait, le taux d'aide est plafonné à 50% maximum. Par contre, toutes les dépenses de préparation de toiture ou d'ombrière sont éligibles avec la centrale. Alors, le conseil que j'ai à donner, c'est de bien dimensionner son projet et d'analyser en amont qu'est-ce qui pourrait être éligible au dispositif en termes d'études, en termes de rénovation de toiture, de renfort structurel, d'études de structure. Donc, tous ces coûts qui sont liés à l'investissement sont éligibles. Et il faut que le porteur de projet tienne compte de ces investissements parce qu'ils peuvent être subventionnés. Et bien sûr, plus l'assiette éligible est importante, plus le taux de rentabilité sera long et permettra de toucher un taux d'aide le plus important possible. Donc voilà, c'est le conseil que j'ai à donner, c'est de bien réfléchir à tout ce qui peut être intégré dans le projet, car juste une centrale a un retour d'investissement très court et le taux d'aide pourrait être plus bas. Donc voilà. Dernière chose, effectivement, on considère qu'un taux d'aide de 50% maximum est très important. Donc, s'il y a une autre aide publique qui intervient, on va diminuer le taux d'autant s'il y a une aide régionale ou une aide autre qui intervient. C'est-à-dire que si vous venez nous voir, c'est un taux d'aide maximum de 50% et le taux qui est défini ne nécessite pas d'autres aides complémentaires. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Guillaume, pour ces précisions. J'avais un temps de questions-réponses si jamais il y a des questions. Je vois qu'il y en a une dans le chat. Pouvez-vous préciser la façon dont vous plafonnez le taux d'aide? Il est difficile de connaître les économies potentielles par rapport au prix futur de l'électricité. Alors,
En fait, on le calibre en fonction de projections économiques standards avec une augmentation du coût de l'énergie de 2 à 3 Voilà, on n'est pas, on va dire que ça reste pour un demandeur, ça reste favorable. On ne va pas intégrer un coût de l'électricité de plus 30 ou plus 40 Donc en fait, on prend un lissage économique sur la durée. D'accord, merci. Je ne vois pas d'autres questions. Ah si. Il y a une autre question. Quelles peuvent être les conséquences du, du communiqué de presse de Valérie Pécresse, notamment pour les aides des projets citoyens? Euh, je, je ne peux pas vous répondre précisément, ça relève de la région. Je pense que effectivement, il risque d'y avoir peut-être un creux dans les aides dans l'année à venir. Nous, on n'a pas eu encore de précision concrète. On sait que c'était assez général l'information qu'on a eue sur le fait que ça allait peut-être baisser sur le volet énergie renouvelable, mais on n'a pas eu les détails énergie par énergie, filière par filière. Donc là-dessus, j'ai pas de réponse précise à vous faire. Je pense que ça pourra être précisé dans les prochaines semaines, probablement par la région directement. Moi, j'ai une question. En fait, je voulais savoir si vous pouviez préciser un petit peu plus en quoi consiste cette complémentarité entre l'aide d'Île-de-France et l'aide de la MGP et comment ça s'articule. Parce que les deux aides financent à hauteur de 50%. J'ai du mal à savoir où chercher. Et puis avec justement ces perspectives, avec une région Île-de-France qui va moins financer peut-être potentiellement les projets. Bon, alors, par rapport, donc, on estime, voilà, globalement, on estime qu'un projet solaire en autoconsommation financé à 50%, c'est très bien et c'est un taux qui est quand même un taux d'intervention très intéressant pour des installations qui vont avoir des retours sur investissement, voilà, qui sont profitables, on va dire. Ce qui se passe, c'est qu'un demandeur, il transmet sa demande, il a l'aide de la région qui peut monter à 50%, l'aide de la métropole qui peut monter à 50%. Bon, après, je ne sais pas sur les projections. Peut-être d'autres aides pourraient intervenir. Ils pourraient très bien faire financer par l'Europe, par exemple dans un programme FEDER ou que sais-je, n'importe quoi. Mais nous, dans la demande, il faut que le porteur de projet définisse son plan de financement et il nous dit, bah voilà, auprès de vous, on demande tant. Et auprès de tel tiers, on demande un cofinancement. Nous, ce qui va se passer, c'est qu'on va dire, nous, on intervient au taux maximum de 50%. Pour nous, on considère que c'est le maximum, il n'y a pas à intervenir plus. Donc, soit deux demandes sont faites et nous, on rabote notre aide en fonction de l'aide qui est octroyée par l'autre partenaire financier, mais on va plutôt encourager à ce que le porteur de projet dépose un dossier à la métropole et en fait qu'on fasse travailler qu'un seul service instructeur du fait que nous on estime que le taux d'aide bénéfique c'est 50% et autant demander les 50% auprès d'un seul partenaire financier. C'est beaucoup plus efficace et ça fait moins perdre de temps auprès des différents partenaires financiers. Merci pour ces précisions. Merci. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions, mais n'hésitez pas dans le chat s'il y en a d'autres, hein, on pourra toujours les prendre ensuite à la fin dans le prochain temps de questions-réponses. Je propose du coup qu'on poursuive. Donc, comme je disais, pour ce deuxième temps, l'idée c'est de pouvoir faire un bilan de l'année de cette première année du dispositif. Donc moi, je vais commencer par un rappel assez général sur les principaux éléments, les principales dates clés et les principaux accompagnements qu'il y a pu y avoir. Puis je laisserai ensuite surtout la parole aux conseillers et aux territoires pour illustrer beaucoup plus concrètement les accompagnements qui ont pu être menés cette année et puis aux différentes étapes d'un projet solaire. On a essayé de faire des retours d'expérience qui couvrent un peu toutes les étapes pour vous donner le meilleur aperçu. Donc
Pour commencer, dans les dates clés de cette première année, et même un peu plus loin si on reprend à juin 2023 où c'était le lancement officiel du dispositif, il y a eu plusieurs dates clés ensuite qui ont marqué l'année. Il y a tout d'abord entre ce lancement en juin et fin 2023, il y a eu toute une phase de mise en place du dispositif concrètement pour se mettre en ordre de marche. On a eu la création du site, l'organisation en interne pour la répartition des demandes, le formulaire de contact, la définition des actions communes, etc. Donc voilà, il y a eu toute une phase de mise en place avant le lancement effectif du dispositif, donc qui a eu lieu le 5 décembre. Il y a eu un webinaire de lancement qui a été réalisé également. Vous pourrez le revoir si vous le souhaitez, il est toujours en ligne sur le site. Et ensuite, il y a eu plusieurs événements, donc c'est juste pour vous retracer un peu le parcours. Comme c'est un dispositif national, donc il y a aussi pas mal d'échanges avec les autres régions. Donc on a eu des rencontres nationales avec tous les autres conseillers des autres territoires en mars. Nous, on a pu faire un temps de visite pédagogique entre les différents conseillers sur 2 installations solaires en toiture qu'on a visitées en Île-de-France. En parallèle, on a suivi également des formations, etc. En juillet, donc la métropole du Grand Paris a souhaité rejoindre le dispositif aussi en tant que partenaire institutionnel aux côtés de la région et de la DRIVAT. Donc on les a accueillis dans le nouveau dispositif. Et ensuite, donc en parallèle de ça, donc il y a eu toutes les sollicitations qui se sont déclenchées suite au premier webinaire en décembre. Le lancement effectif des demandes, donc on a eu tous nos travaux collectifs qui se sont lancés en parallèle aussi, dont on parlera un petit peu plus précisément aussi juste après, avec la présentation des différents outils qu'on a créés. Et on a eu donc pour cette année un webinaire aussi destiné aux collectivités territoriales sur l'éolien, donc que vous pouvez aussi revoir en replay sur le site. Et vous avez aussi des supports de présentation où on a eu deux retours d'expérience sur des sites éoliens en Île-de-France. Et une remise en contexte aussi avec ce qu'a commencé à présenter Axel tout à l'heure sur l'évolution des modalités sur les démarches sur les projets éoliens. Et voilà où on en est aujourd'hui. Donc on espère avoir une poursuite l'année prochaine également. Et enfin, et je laisserai la parole du coup ensuite aux conseillers. Pour cette synthèse de l'année, on voulait juste vous présenter de façon assez synthétique les types d'accompagnement qu'il y avait eu. Donc on a repris juste la frise avec les différentes étapes des projets, donc sensibilisation, émergence et développement, avec une petite typologie des types de demandes qu'on a eues assez simplifiées. L'idée, c'était surtout pour vous montrer un petit peu la répartition des demandes. On a simplifié en essayant de voir que à peu près la moitié des demandes concernent quand même la phase très en amont de sensibilisation et d'information. Ensuite, il y a une phase vraiment question générale où c'est vraiment beaucoup de questionnements, d'informations, etc. On a mis à la fois en vert et en orange parce qu'il y avait des questions qui étaient beaucoup plus opérationnelles et concrètes que d'autres et d'autres qui étaient vraiment des questions amont. Donc, on a considéré que cette partie, c'était un petit peu les deux selon l'avancement des territoires. Et en phase d'émergence, on a eu pas mal aussi de demandes pour un peu moins de la moitié des sollicitations, on va dire, à la fois sur l'organisation d'événements, des conférences, des groupes d'échange au sein des collectivités, entre plusieurs communes, accompagnement à la définition de stratégies de territoire ou encore réalisation d'études d'opportunités. Voilà pour le panorama assez général des demandes qu'il y a eu. Sachant que ces chiffres-là, c'est à peu près sur entre 100 et 120 demandes qu'on a fait ce bilan. Donc on a eu quand même un bon volume de sollicitations cette année, donc on espère que ça va se poursuivre. J'en ai fini pour cette partie, du coup je laisse vraiment maintenant la main aux conseillers et au territoire pour des retours d'expérience beaucoup plus concrets. Et on va commencer par un premier retour d'expérience à 2 voix entre 2 ALEC, Sud Parisienne et Ouest Essonne. Je vous laisse la main. Oui, merci Dunia. Je te laisse passer du coup à la slide suivante. Donc en effet, comme on a pu l'évoquer en tant que conseiller, on a pour mission d'accompagner les collectivités dans leur politique de déploiement des énergies renouvelables sur leur territoire.
Pour ce faire, on a l'habitude d'organiser des réunions d'information publique sous forme de conférences ou d'ateliers de partage de connaissances. Les objectifs sont divers. C'est de faire découvrir le photovoltaïque, de contribuer à amorcer des projets, apporter de la méthode et de rassurer. Dans le contenu, on fait un tour d'horizon sur la technique. On explique le dimensionnement, les différents modèles économiques, vente totale, autoconsommation, avec vente de surplus, autoconsommation totale. On énumère la chronologie, la méthodologie d'un projet, donc de par le dimensionnement, le choix de l'installateur, demande préalable, contraintes d'urbanisme et raccordement Enedis. On évoque les aides financières, comme on a pu l'entendre juste avant. Et surtout, on fait appel à des particuliers afin qu'ils puissent venir témoigner et nous faire part de leur retour d'expérience. La communication en amont, elle est très simple, elle se fait par différents biais. Donc, site internet de la commune, affiches, magazines, réseaux sociaux, etc. Les résultats sont assez positifs parce qu'on a vraiment un bon niveau de satisfaction des participants, parfois même une hausse du nombre de déclarations préalables de travaux pour des projets PV. Et ça contribue à concerter les habitants dans le cadre de la loi APER. Dans la slide suivante, on va pouvoir voir justement comment se déroulent un peu les différents formats. Sur la partie de droite, notamment pour la LEC West Essonne, sous la forme d'ateliers de partage de connaissances avec témoignages, retours d'expérience, en présence de particuliers, d'élus et d'agents communaux. Là, pour le coup, c'était un événement qui a eu lieu le 18 juin 2024 à Villebon-sur-Yvette, sur justement l'intérêt des installations panneaux photovoltaïques sur les résidences individuelles. Pour la partie de gauche, je vais laisser la parole à mes collègues de la LEC Sud parisienne. Ouais. Bonjour à tous. Donc du côté de la LEC Sud parisienne, un événement similaire un petit peu. Donc là, on était plutôt sur donc un petit déjeuner débat à destination des citoyens de la commune de Soisy-sur-Seine, donc organisé à l'initiative de la mairie. Avec pour objectif vraiment pour les particuliers, pour le grand public, de découvrir cette énergie qui est le solaire, d'avoir un petit peu des éléments, des billes pour savoir comment est-ce qu'ils pouvaient le mettre en place sur leur territoire, quels étaient ses atouts. Et surtout, ici, la spécificité, c'était l'intervention de 2 collectifs citoyens, donc un collectif citoyen de la commune de Soisy, qui s'est mis en place depuis un peu moins de 2 ans maintenant, et l'intervention d'un autre collectif citoyen d'un territoire assez proche de Soisy, qui sont venus pour partager leur expérience et donc les projets qu'ils ont déjà pu mettre en place. Et si tu passes sur la slide suivante, Dounia, merci. Donc je ne vais pas forcément venir dans le détail sur les sujets abordés, ça rejoint ce qu'a évoqué mon collègue tout à l'heure. Donc une présentation forcément de la partie technique. Donc là, c'était plutôt sur la partie Alex Sud parisienne, on a intervenu pour présenter le fonctionnement, la technique du solaire photovoltaïque notamment. La commune est aussi intervenue pour revenir sur les spécificités locales et donc, comme je disais également, l'intervention des 2 collectifs citoyens pour donner leur retour d'expérience, pour essayer un petit peu de mobiliser les participants sur ce type de participation, d'implication, de financement également, pour promouvoir l'énergie citoyenne sur le territoire. Et pour les retombées, je vais laisser la main à Monsieur Prado, qui est Bonjour. donc chargé de mission sur la commune de Soisy-sur-Seine, et donc qui est à l'initiative de cet événement. Bonjour, merci de me passer la parole. Je souhaitais tout d'abord vous remercier grandement la LEC Sud parisienne pour l'accompagnement, que ce soit en sensibilisation, comme on vient de le voir, ou même dans l'accompagnement technique sur nos différents projets visant à réduire nos dépenses énergétiques. Donc effectivement, pour les retombées, nous, ce qu'on a pu remarquer, c'est effectivement une légère hausse des déclarations préalables pour des installations solaires, mais on va dire pas de demande spécifique en mairie. On n'a pas eu de personnes qui sont venues directement à la suite de cet événement pour poser des questions. Mais voilà, je pense que ça a permis à des Soiséens de pouvoir comprendre la complexité d'un projet solaire, de comprendre les contraintes locales, les forces et atouts, et puis les outils techniques et financiers. Donc, si c'est possible de passer à la slide suivante, s'il vous plaît.
Donc, on va parler maintenant du cas de la ville de Soisy-sur-Seine. Donc, pour contextualiser, nous, on est une commune de 7 320 habitants, avec des bâtiments des années 70-80 pour la plupart, qui n'ont pas eu beaucoup de rénovation, ou du moins de rénovation énergétique. Donc, vous vous doutez bien qu'on a subi la crise énergétique de plein fouet, et ça nous a amené à prendre des dispositions, donc de travailler sur la sensibilisation, sur la rénovation énergétique de nos bâtiments, sur le changement de système de chauffage, mais aussi sur le développement d'énergies renouvelables. Donc, nous, on avait défini dans les zones d'accélération d'énergie renouvelable un parking de plus de 2000 m², qui fait l'objet, qui est soumis plutôt à l'article 40 de la loi APER que je vais énumérer. Donc, les parcs de stationnement extérieur d'une superficie supérieure à 1500 m² sont équipés sur au moins la moitié de cette superficie d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergie renouvelable sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Donc, effectivement, nous, on est un parking de plus de 1500 m², donc on est soumis à cette loi. Si je ne me trompe pas, elle rentre en vigueur en 2027 ou 2028, donc il ne nous reste pas beaucoup de temps pour faire cette installation, hein, ça arrive très vite. Donc, comment articuler, nous, cette contrainte avec la réalité de notre territoire? Donc, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que on ne se lance pas dans des projets d'énergie renouvelable uniquement parce qu'on est soumis à des décrets, à des lois. Nous, l'idée, c'est d'avoir des projets cohérents, pertinents, qu'on puisse avoir une balance écologique et financière convenable, hein. L'idée, c'est pas juste de dire super, on a mis des panneaux photovoltaïques, donc on est une commune écolo entre guillemets. Non, nous, c'est pas notre but. Donc, on essaie de réfléchir le plus possible, d'essayer de se renseigner sur des projets similaires en amont. Donc, effectivement, comme je l'ai dit, les obligations nous viennent booster forcément et nous obligent à agir plus rapidement, mais ça ne prime pas sur la volonté politique. Donc, si c'est possible de passer encore à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, pour nous, les principaux freins d'un projet solaire, forcément, il va y avoir les sources de financement qui peuvent parfois être conditionnées. Donc, c'est quelque chose qui, si on n'a pas ces sources de financement, peuvent effectivement être un frein. On a aussi, nous, des contraintes d'urbanisme. Donc, dans notre PLU, nous, on oblige, en tout cas dans le prochain PLU qui va paraître très bientôt, on oblige les Soiséens d'intégrer les panneaux solaires à la toiture si la toiture est visible de l'espace public. L'idée, ce n'est pas d'apporter des contraintes, d'obliger les citoyens à ne pas faire de projets solaires. L'idée, c'est de pouvoir respecter le patrimoine aussi qui est présent. Et en fait, cette contrainte-là, on l'apporte parce que c'est les architectes des bâtiments de France qui indiquent à chaque projet qu'il faut que les panneaux solaires soient intégrés à la toiture. Et également, un des derniers freins qu'on peut avoir, nous, sur une commune de 7300 habitants, c'est les moyens humains limités. Voilà. Donc après, nous, comme à tout ce qu'on a et qui est assez considérable, d'une part, on a effectivement l'aide des générateurs et puis de la LEC sud-parisienne, mais on a aussi une association locale, l'association de Watt, qui est une association du coup soiséenne qui vise à développer des projets solaires et à collaborer potentiellement avec la collectivité. Donc nous, ça nous permet d'une part d'avoir un appui opérationnel et financier, parce que c'est l'association qui prend à sa charge les études structurelles et les études de faisabilité des projets solaires. Mais aussi, ça nous permet d'avoir un partage d'expérience. On a pu visiter différents sites avec cette association, notamment, je pense, au site de la ville de Cachan ou même à Étrichy. Et ça nous a permis de voir forcément les atouts et certains problèmes rencontrés. Je pense par exemple à la ville de Cachan où un onduleur est tombé en panne et où la centrale solaire a arrêté de fonctionner pendant plus de 6 mois. Donc voilà, ça nous permet déjà de comprendre certaines problématiques et de pouvoir éventuellement anticiper, nous, dans nos projets solaires sur notre commune. Et effectivement, ça nous apporte également, entre guillemets, de la main-d'œuvre supplémentaire et donc, du coup, un gain de temps et de pouvoir avancer plus rapidement sur ces projets-là. Donc, nous, au niveau du calendrier, effectivement, on a fait une réunion fin octobre avec les différents élus où ils nous ont indiqué effectivement que le parking en question est à la gestion de l'agglomération Grand Paris Sud. Donc, il va falloir qu'on voit comment on va pouvoir travailler en collaboration avec l'agglomération.
Et nous, à côté de ça, on travaille sur la mise en place de panneaux solaires sur toiture, donc sur notre école et sur notre gymnase. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vais laisser la parole au prochain intervenant. Merci beaucoup pour ce témoignage. N'hésitez pas dans le chat, hein, s'il y a des questions, on les prendra toutes à la fin. Je laisse du coup la parole à Gwenine du SNES. Oui, merci. Bonjour. Moi, je vais vous parler d'un accompagnement qu'on a réalisé sur un bâtiment communal. À savoir que au niveau du syndicat d'énergie, donc on est référent les générateurs pour toutes les communes adhérentes au syndicat sur la Seine-et-Marne. Dans le cadre de cet accompagnement sur le bâtiment d'une commune, un élément qui nous a servi, et c'est pour ça que je représente cette diapo, c'est qu'il faut savoir que le syndicat, parmi ses missions, réalise des groupements d'achat d'énergie. Donc, on achète l'électricité et le gaz pour un certain nombre de nos communes. Et on propose également des missions de conseil en énergie partagée. Et par le biais de ces deux missions autres que les générateurs, on dispose de mandats auprès d'Enedis pour récupérer les données de consommation des bâtiments, des communes qui participent à ces deux types de missions. Et c'est un point que je voulais aborder parce que c'est un élément intéressant et facilitant pour réaliser ensuite les études sur les bâtiments. Donc j'en viens à l'étude en tant que telle, avec la diapo suivante. On a très logiquement dans l'accompagnement, les générateurs qu'on réalise, on a d'abord des rendez-vous de premier niveau, de conseils de premier niveau, où on voit avec la commune quel est son besoin, son questionnement sur le photovoltaïque. Et dans à peu près la moitié des cas, la commune en vient à nous demander une étude d'opportunité, préfaisabilité, pour aller plus loin sur l'idée, la réflexion qu'elle a de mettre en place des panneaux photovoltaïques sur son bâtiment communal. Dans le cas que je vous présente, c'est une commune relativement importante pour la Seine-et-Marne, puisque c'était une commune de 5800 habitants. Il faut savoir qu'en Seine-et-Marne, nous, on a 85% des communes qui ont moins de 5000 habitants, et même les trois quarts qui ont moins de 2000. Donc là, c'était plutôt un cas d'une commune importante de Seine-et-Marne. Et leur projet consistait à vouloir étendre le centre de loisirs, agrandir leur centre de loisirs avec une maison des adolescents, avec sur un bâtiment qui était déjà existant, sur lequel ils allaient construire une extension. Donc il y avait la possibilité sur ce bâtiment-là et d'intégrer des panneaux sur le bâtiment existant qui est en toit en pente et sur l'extension qui était en toit terrasse. La commune nous a sollicité en mai 2022. Ils étaient en gros, ils étaient en train de passer de la phase APS à APD. Ils avaient fait leur avant-projet avec leur architecte et s'apprêtaient à déposer leur permis de construire. Ils avaient besoin d'éléments pour caractériser la partie photovoltaïque. Donc, ils nous ont transmis les plans du bâtiment, les courbes de charge, donc les fameuses courbes de consommation récupérées auprès d'Enedis. Et ça, c'est un point important. Si vous n'avez pas encore, en tant que commune, créé votre compte sur le portail collectivité d'Enedis, je vous invite réellement à le faire. C'est un outil de suivi de vos consommations bâtiments qui est très intéressant et qui, pour nous, en tant que mandataires ensuite, peut nous permettre de récupérer ces données de consommation. Nous avons donc réalisé une étude de préfaisabilité au cours de l'été 2022. On a donc regardé, simulé le bâtiment existant et le bâtiment à venir. On l'a modélisé en 3D. On y a ajouté ça nous a permis de définir la production photovoltaïque qui serait sur ce bâtiment. Et en parallèle, on a mis en regard de cette production la courbe de consommation du bâtiment existant. On s'est rendu compte qu'en termes d'autoconsommation, on serait peut-être un peu juste. Et comme c'est une commune relativement importante, elle avait plusieurs bâtiments communaux autres qui étaient relativement
consommateurs. Ils avaient des consommations assez importantes à l'année. Et donc, on a élargi le périmètre de l'autoconsommation en regardant sur les 4 plus gros bâtiments consommateurs de la commune, si on pouvait augmenter le taux d'autoconsommation. Donc, on est parti plutôt sur une opération en autoconsommation patrimoniale. C'est-à-dire que l'électricité photovoltaïque produite uniquement sur le centre de loisirs est consommée par le centre de loisirs, mais aussi dirigée vers 4 autres bâtiments. En procédant ainsi, là, le niveau d'autoconsommation était vraiment intéressant. On autoconsommait l'intégralité de la production. Et donc, on est parti sur ce projet-là avec la commune. On a regardé leur cahier des charges, le cahier des charges qu'ils produisaient pour la consultation des entreprises et donc la sélection de l'installateur photovoltaïque, de l'électricien, enfin, voilà, les différents corps de métier qui devaient intervenir sur le bâtiment. Et on les a également accompagnés début 2023 sur le dossier de demande d'aide auprès de la région pour pouvoir financer ce projet. L'illustration que je vous ai mis en bas, c'est une courbe de décharge 10 minutes, voilà, pour vous voyez un peu à quoi ça peut ressembler. Sur une année, on voit tous les appels de puissance du bâtiment. Diapo suivante. Je vais juste compléter en vous disant, voilà, les caractéristiques. C'était une relativement grosse commune, mais le bâtiment en tant que tel était assez modeste, puisque la surface couverte était au final de 66 mètres carrés, la puissance installée était de 13 kg. Mais on avait un volume de production qui était intégralement consommé par les 4 plus gros bâtiments consommateurs de la commune. C'était un investissement qui était autour de 28 000 €. Ça, c'est sur la base des devis, de la réalisation de la consultation des entreprises. Et le temps de retour sur investissement était autour de 14 ans, ce qui peut sembler un peu long, mais dont on sait qu'il sera moindre au regard du niveau d'autoconsommation qui a pu être identifié sur ce projet-là. Voilà pour la présentation. Merci beaucoup, Éline. Je ne vois pas de questions non plus, mais n'hésitez pas s'il y a des questions. Je vous propose de laisser la parole maintenant à Célia, donc de l'ALEC Paris-Ouest La Défense. Bonjour tout le monde, merci de venir de me laisser la parole. J'interviens pour présenter un autre type de mission qui sont des générateurs autre que l'accompagnement dans les projets directement, la réalisation des études. En amont de tout ça, il y a souvent une grande partie sensibilisation et accompagnement dans l'émergence des projets. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de toutes les missions de sensibilisation aux projets de développement d'énergie renouvelable électrique, l'ALECPOLD est notamment intervenue dans la réalisation de plusieurs notes et de notes techniques à destination et sur demande de communes. Et j'intervenais aujourd'hui pour vous présenter rapidement une note qui a pu être réalisée à la demande d'une commune sur les outils de développement de projets photovoltaïques en autoconsommation collective, puisqu'effectivement, on a beaucoup de questions et de demandes générales qui arrivent sur les questions d'autoconsommation collective et certaines précisions dans cette typologie de projet pouvaient être apportées en réalisant une note un petit peu plus générique. Donc, cette note, elle est revenue sur plusieurs questions qui ont été posées, notamment sur les responsables d'équilibre et sur les outils à disposition pour ces projets en autoconsommation collective, comment les mettre en place, quelles études, comment les développer, vers qui se tourner dans le cadre de la volonté de réaliser ce type de projet, etc. Elle a été fournie ensuite, elle a été envoyée à la collectivité, à la commune qui était à la manœuvre pour cette demande, la demande de la réalisation de cette première note. Et ensuite, pour l'instant, elle a été également réenvoyée à une autre commune de mon territoire sur demande. Elle a vocation à être étendue dans son utilisation, c'est-à-dire que pour l'instant, elle a été utilisée que par l'ALECPOLD, mais si à terme, ce n'est qu'une première version, donc si à terme elle est réadaptée et reprise par le réseau des générateurs pour en faire une version commune,
elle pourrait potentiellement être à destination de d'autres communes qui en demandent, qui demandent des informations et qui pourraient être transmises à d'autres communes. Et dans ce cadre, c'est très intéressant, mais elle m'a permis de monter 2 projets, enfin le début de 2 projets, puisqu'on est en phase d'étude sur 2 communes qui ont eu sur les 2 communes à qui a été transmise cette note, ont fini par demander à la LECPOL d'intervenir sur la réalisation d'études d'opportunités photovoltaïques en autoconsommation collective. Donc d'abord sur la seconde commune qui a obtenu cette note pour une étude d'opportunité sur un centre sportif. Et donc qui est en cours de réalisation. Et beaucoup plus récemment, donc cette semaine, pour la première commune qui a été à la demande de cette note, pour la réalisation d'une étude d'opportunité photovoltaïque également en autoconsommation collective sur un bâtiment public, bâtiment d'état civil et des archives. Donc voilà. Donc très intéressant de voir où le début de l'accompagnement sur la sensibilisation en réponse à des questions et réalisation d'une première note courte peut permettre de faire avancer les réflexions au sein des services des communes pour après développer l'accompagnement en phase étude, puis potentiellement développement des projets. Merci beaucoup. Merci Célia pour ce retour. Il nous reste un retour encore sur plutôt cette fois sur l'accompagnement dans le cadre de la loi APER où là plusieurs structures sont concernées. Je vous laisse la parole. Oui, alors donc c'est moi qui allais prendre la parole du point de vue de la LEC MVE. En gros, l'accompagnement sur la loi APER et sur les zones d'accélération, étant donné que c'est un champ qui recouvre les énergies renouvelables au-delà seulement du photovoltaïque et de l'éolien, ça ne fait pas partie en soi des missions socles d'un générateur, puisque les générateurs accompagnent uniquement sur le photovoltaïque et l'éolien. Donc, je voulais aussi le préciser et de fait, dans le contexte de l'adoption de cette loi, beaucoup de générateurs Île-de-France ont été confrontés à la nécessité de répondre à des demandes des collectivités à ce sujet. Et c'est en fonction des possibilités, en fonction des compétences en interne et du profil des générateurs Île-de-France que certaines structures ont répondu plus ou moins ou se sont impliquées plus ou moins à l'accompagnement des collectivités sur les zones d'accélération des énergies renouvelables, ou du moins sur expliquer les tenants et les aboutissants de la loi APER. Donc je voulais juste préciser qu'effectivement, ça dépend des structures et ça ne fait pas partie des missions socles des générateurs, mais on voulait tout de même valoriser le travail qui a été fait, puisqu'il y a eu quand même plusieurs structures qui ont répondu présent pour accompagner les collectivités sur ce sujet. Et donc là, c'est juste pour vous présenter un aperçu, mais ce n'est pas exhaustif. On n'a pas fait une liste exhaustive de tous les accompagnements qui ont été faits de toutes les structures des générateurs Île-de-France. Et donc, c'est à travers ces 4 exemples. Le premier, donc, du point de vue de la LEC MVE, on a fait une cartographie des potentiels solaires sur toiture pour 13 villes. En dehors des autres énergies renouvelables aussi, et aussi pour 2 EPT, donc Est Ensemble et Paris-Est-Marne-et-Bois. Certaines cartes ont été utilisées pour la concertation publique et un accompagnement un peu plus renforcé de 4 communes a été fait. Donc en image, vous avez les cartes juste pour avoir une idée. Du côté de la LEC sud parisienne, un appui a été apporté lors des réunions de concertation, aussi dans la rédaction de supports sur les aspects techniques, et un accompagnement plus spécifique d'une commune a été fait pour tracer, définir les zones d'accélération. Et donc, vous avez en image des extraits du support de présentation sur la loi APER. Je veux bien que tu passes, Dounia. Et ensuite, donc, du côté de la LEC Paris-Ouest La Défense,
Un appui lors de réunions de concertation a aussi été apporté, et la rédaction de supports sur les aspects techniques de cette loi. 3 communes ont été accompagnées de manière plus spécifique. Et puis là, vous avez des extraits des supports de présentation qui ont été présentés, notamment le cadastre solaire qui a été élaboré par la LECPOLD, donc, dont vous avez des captures d'écran. Du côté du syndicat départemental de l'énergie de Seine-et-Marne, il y a aussi eu un gros appui dans les réunions de concertation, la rédaction de supports sur les aspects techniques et administratifs, des conseils téléphoniques et par mail. Un portail cartographique a été mis en place en amont en fait, du portail qui a été mis à disposition par le CEREMA, dont vous avez des extraits ici, des captures d'écran. Et je veux bien passer à la diapo. Et juste pour voilà, donner un aperçu pour ces 4 structures uniquement, puisqu'on n'a pas fait une liste exhaustive comme je vous l'ai dit, pour montrer que voilà, l'appui a été apporté sous diverses formes, des ateliers, des webinaires, un appui aux réunions de concertation ou de délibération. Vous avez aussi une très forte participation, en particulier pour les événements ou l'appui apporté par le SDESM. Donc voilà, un appui qui s'est déroulé depuis septembre 2023. Alors même, je vois que le SDEM avait aussi organisé une réunion en juillet 2023 et qui s'est déroulée jusqu'à présent finalement et qui se poursuit. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Nina, pour ce résumé. On en a fini pour la partie retour d'expérience vraiment sur l'accompagnement des territoires et les projets. Maintenant, ce qu'on voulait vous proposer, c'était de revenir aussi sur les travaux collectifs du dispositif, puisqu'on a travaillé sur des outils communs, des livrables, etc. Et on trouvait intéressant de vous partager ces outils pour que vous voyez un petit peu les supports et les outils avec lesquels on travaille pour accompagner les collectivités. Donc, je vais laisser la parole encore une fois à Célia, qui va vous présenter un des premiers outils. Merci Dunia, rebonjour. Donc en effet, la LECPOLD est à la manœuvre pour piloter une des missions qui a été donnée au générateur et qui est le développement d'un guide des étapes d'un projet. Donc on a réfléchi longtemps à savoir si on devait faire un guide qui présentait à la fois les étapes d'un projet photovoltaïque, à la fois les étapes d'un projet éolien. Ce qui a été décidé dans l'immédiat, c'est que beaucoup de communes étaient un peu plus confrontées au déploiement du photovoltaïque qu'à l'éolien et qu'on était tous un peu plus spécialisés sur les questions de photovoltaïque. En tout cas, qu'on faisait tous de photovoltaïque et que certains d'entre nous, certains des animateurs ne faisaient pas d'éolien ou très peu en fonction du territoire sur lequel ils réalisaient leurs accompagnements, et que le premier sujet qui nous concernait tous et sur lequel on allait pouvoir réaliser un guide était l'accompagnement des collectivités dans le développement du photovoltaïque. Donc, le premier guide dont la dernière version est en train de voir le jour grâce à en tout cas une grande partie de rédaction de ma part, mais surtout de relecture, d'appui et donc de plusieurs versions qui ont été relues, modifiées par tous les animateurs et tous les générateurs du réseau, est en train de voir le jour et devrait sortir avant la fin de l'année. L'objectif de ce guide, il est multiple. Pour l'instant, il est assez conséquent. Il va y avoir un travail de potentiellement synthétisation et aussi de découpage en fiches techniques A4 pour avoir, si on a des questions sur un sujet très spécifique et très précis, pouvoir découper le guide en fiches techniques sans avoir besoin de relire ou de chercher dans l'intégralité du guide. Pour le moment, il présente les étapes d'un projet d'installation photovoltaïque, de la phase sensibilisation à la phase émergence, en mentionnant la phase exploitation, mais comme on le répète, qui n'est pas une phase
phase qui est gérée par le réseau Les Générateurs. On va jusqu'en phase développement des projets. Il précise la place des collectivités avec toute une partie sur le montage financier des projets photovoltaïques, les coûts aussi d'une installation photovoltaïque et comment organiser ces financements, et avec les outils de financement de ces projets, un rappel des subventions existantes, etc. Donc voilà, il est en fin de travail, ce guide, et voilà, il devrait bientôt pouvoir être efficace et utilisé à la fois par les animateurs du réseau, parce que dès qu'on a une question, on pourra se référer à ce guide, et aussi dès qu'il sera finalisé, potentiellement, on pourra envoyer ce guide aux personnes qui en ont besoin directement dans les collectivités, ou les fiches techniques quand elles seront finalisées également. Voilà. Et ce guide, on n'a pas refait le monde non plus, mais qui s'appuie sur beaucoup de sources, et donc avec une bibliographie assez importante. C'est un peu une compilation d'énormément de guides très conséquents qui existent pour essayer de retrouver les informations principales qui sont souvent demandées, et donc les questions qu'on nous pose très fréquemment sur ces sujets-là, les retrouver facilement dans un guide unique. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Célia. Je laisse aussi la parole à l'Alex Sud Parisienne pour parler de ce deuxième outil. Oui. Alors là, je vais vous présenter, moi, la boîte à outils des animations sur laquelle on a travaillé au sein des générateurs. Donc l'idée de cette boîte à outils, c'était de pouvoir proposer plusieurs types d'animations aux collectivités, aux structures qui nous contactaient dans le cadre des générateurs, et de pouvoir répondre à leurs demandes selon plusieurs critères. Alors, l'avantage qu'on a eu, la région Île-de-France, c'est de démarrer le programme des générateurs un petit peu après nos collègues des autres régions, et donc de pouvoir s'inspirer de beaucoup de choses qui existaient déjà. Donc à la suite d'un benchmark, on a décidé de découper notre boîte à outils selon deux gros items, donc la partie compétences, notamment avec 3 niveaux. Donc un premier niveau pour les collectivités qui découvrent complètement le sujet. Donc là, on n'y connaît rien, on est vraiment complètement novice sur le photovoltaïque ou l'éolien, car on traite aussi quand même l'éolien au sein des générateurs. Et donc là, l'idée des animations dans ce cadre-là du niveau 1, c'est de pouvoir donner de l'information, du retour technique aux collectivités. Un deuxième niveau sur la montée en compétences. Donc là, vous avez déjà des éléments de base de connaissances sur le fonctionnement, sur les technologies différentes qui peuvent exister, sur des aspects financiers même ou juridiques, mais il vous manque un petit quelque chose pour pouvoir aller jusqu'au bout et transformer l'essai. Donc là, pareil, l'idée, c'est de pouvoir vous proposer des choses qui soient en accord avec ce niveau-là. Et un dernier niveau, où là, ça y est, vous avez déjà réussi, ou vous n'êtes pas très loin en tous les cas d'achever un projet sur du photovoltaïque ou de l'éolien, et donc de pouvoir partager avec les autres structures qui seraient donc encore au niveau 1 ou au niveau 2. Donc l'idée de ce découpage-là, voilà, c'était de pouvoir répondre à toutes les collectivités, parce qu'on sait que vous n'êtes pas toutes au même niveau. On a tendance souvent à faire beaucoup d'informations et de sensibilisation, mais c'est vrai qu'il y a des communes qui sont un petit peu plus avancées que ça, et donc c'était pas de les mettre de côté ou de les mettre en retard en tous les cas par rapport à ce qu'elles ont déjà comme information, comme niveau de connaissance ou de compétence, et de pouvoir justement capitaliser sur tout ça. Et je laisse ma collègue sur la partie outils. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, sur les outils, donc quelques exemples pour accompagner les collectivités que l'on peut mettre en place, quels que soient les niveaux de compétences évoqués à l'instant. Et la liste, bien sûr, n'est pas exhaustive. Donc, dans un premier temps, on peut s'appuyer sur un réseau d'experts, de différents acteurs engagés qui peuvent nous faire bénéficier de retours d'expérience autour de projets qu'ils ont mis en place. On le voyait tout à l'heure, c'était en partie l'objet du témoignage de Monsieur Prado de la ville de Soisy. Ça permet d'éviter les écueils, mais aussi de capitaliser sur les réussites, avec vraiment comme objectif d'échanger, de collaborer pour renforcer la motivation et l'engagement de la commune. On peut également organiser des animations ludiques et pédagogiques à partir de différents supports, que ce soit des quiz interactifs, des jeux de plateau ou autres. C'est vraiment des animations qui rendent la transition énergétique et le sujet des énergies renouvelables plus accessible et au plus grand nombre. Donc, c'est vraiment des activités qui peuvent s'adresser à différents publics, que ce soit des élus, des agents, les citoyens en général, mais même des enfants.
Et là, on est vraiment sur un objectif de sensibiliser de façon toujours très sérieuse, mais aussi de pouvoir capter l'attention de l'audience, du public, de s'appuyer aussi sur l'intelligence collective. Et on sait évidemment qu'un public informé est un public engagé. On peut, dans le même ordre d'idée aussi sur la communication, élaborer avec vous une communication efficace. C'est pas toujours évident, on le sait, hein, de rendre visibles les actions que vous menez et leurs résultats en matière de transition énergétique. Donc, votre conseiller les générateurs peut tout à fait vous fournir des supports, des éléments de langage pour enrichir, alimenter vos différents médias, que ce soit des newsletters, votre site internet, les réseaux sociaux. Et on en parlait rapidement tout à l'heure. Par exemple, ça a été le cas lors des réunions de concertation sur la loi APER ou les zones d'accélération des énergies renouvelables. On peut organiser des visites de sites où on a déjà des installations photovoltaïques ou éoliennes. Ça permet de visualiser de façon concrète ce qui peut être réalisé et être un peu source d'inspiration aussi à partir donc, de projets locaux. Ce sont vraiment des moments qui sont là pour favoriser les échanges autour de bonnes pratiques, autour de projets innovants. Et c'est là qu'on apprend aussi par l'exemple. On l'a vu tout à l'heure, on peut aussi animer donc des ateliers. Hein, c'était l'un des exemples de retour d'expérience. C'est vraiment un format qui est intéressant dans la mesure où il encourage vraiment l'interaction. Il permet aussi de renforcer l'appropriation des enjeux autour de la transition énergétique. L'atelier, c'est vraiment le format qui favorise l'échange d'idées, qui permet la co-construction de solutions, d'actions et qui soit le plus adapté en tout cas aux spécificités et aux besoins locaux. Et puis, c'est encore l'exemple d'aujourd'hui, on peut aussi animer des webinaires, des conférences. Vous connaissez bien ce type de format. Il peut être vraiment dédié à des thématiques spécifiques. C'est vraiment le format qui est intéressant pour une bonne diffusion de connaissances à plus large échelle, de pouvoir toucher un public plus large. Alors, ok, c'est un format qui est peut-être un peu plus descendant, mais au moins il est adapté quand même pour une mise à jour des connaissances générales ou alors pour transmettre des éléments qui seraient un peu plus techniques. En tout cas, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller les générateurs pour envisager avec lui les modes d'intervention qui sont les plus adaptés ou même envisager d'autres types d'animations. Merci. Merci. Je propose de laisser la parole cette fois à nouveau à Gwenine Dustès pour ce dernier exemple. Oui, ce dernier outil, c'est le Memento des bonnes pratiques. C'est un outil qui se veut plus interne au réseau Les Générateurs. L'idée pour nous, c'était d'avoir un rappel déjà une étude de toutes les pratiques qu'il pouvait y avoir dans les relations entre la collectivité et le développeur, que le projet soit à l'initiative de la collectivité ou à l'initiative du développeur. Il y a forcément des interactions à créer entre les deux. Et les exemples ont montré qu'il y a des pratiques qui sont bonnes et d'autres qui sont peut-être à améliorer. Donc, dans ce mémento, on a voulu récapituler en interne tous les bonnes étapes, les points de vigilance à avoir pour qu'un projet se déroule au mieux, que ce soit du point de vue de l'engagement de la collectivité, c'est-à-dire la collectivité, quelle délibération a-t-elle prise par rapport à son foncier, par exemple, quels sont les critères de définition, de sélection d'un développeur qu'elle a pu avoir, a-t-elle respecté des règles de publicité par rapport à son patrimoine public, enfin à son domaine public. Quels sont les éléments de communication qu'elle souhaite mettre en place. Voilà, ça déjà, c'est du point de vue de la collectivité, tout ce qu'on peut identifier. Également, du point de vue du développeur, quels sont les engagements qu'il prend sur de la communication, sur de la sensibilisation, quelles sont les recettes fiscales sur lesquelles il s'engage. Il y a voilà, un certain nombre de points qui nous sont rappelés au travers de ce mémento pour s'assurer que nous, on puisse correctement conseiller la collectivité dans ses relations avec le développeur. Merci Gwenine.
Et enfin, pour finir sur les outils, on voulait juste, au-delà des outils donc, qui vous ont été présentés et qui sont des outils des générateurs, revenir sur certains outils. Alors, on a fait une liste qui n'est pas forcément exhaustive, hein, mais c'était simplement pour repartager avec vous certains outils et certaines ressources qui existent aussi en Île-de-France. Donc, il y a deux outils, notamment l'outil d'Amorce, donc Axel ENR, et l'outil TERSA de la FNCCR, qui sont deux outils de diagnostic et de planification énergétique pour les collectivités. Donc, n'hésitez pas aussi à les consulter. On a également les données du ROSE, donc de l'Observatoire de l'énergie et des gaz à effet de serre en Île-de-France, qui peuvent vous permettre de réaliser des diagnostics aussi précis sur vos territoires avec des données assez fines. Des données donc, qui précisent les gisements solaires disponibles à la fois sur les toitures et sur les parkings en Île-de-France. Donc, n'hésitez pas aussi à vous reporter à ces cartographies ou à télécharger les données qui sont disponibles en open data. Donc là-dessus, n'hésitez pas non plus à nous contacter. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a une note rapide qui vient de paraître à l'Institut sur les centrales solaires franciliennes. Donc n'hésitez pas à la consulter également. Et enfin, ça, c'est des outils peut-être un peu que vous connaissez déjà, qui sont un peu plus anciens et qu'on a pu évoquer, mais il y a la plateforme du CEREMA, donc Expertise Territoire, et le portail cartographique qui va avec, des fiches de l'ADEME, et des outils aussi du ministère de la Transition écologique qui existent sur plutôt des guides sur la manière de faire pour les élus, ou une synthèse aussi des obligations de solarisation sur les parkings. Et Gwenine en a parlé aussi, mais il y a le portail collectivité d'Enedis pour suivre vos consommations. C'est pas forcément exhaustif, mais voilà, on pensait que c'était intéressant aussi de vous rappeler qu'il existe d'autres outils que vous ne connaissez pas forcément et qui peuvent vous aider. Et n'hésitez pas à en discuter avec vos conseillers si besoin. On en a fini pour cette partie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions-réponses dans le chat. J'en ai pas vu passer d'autres. N'hésitez pas si vous voulez partager encore d'autres remarques ou questions avant de clore ce webinaire. Le temps que, s'il y en a qui ont des questions, le temps qu'ils les écrivent. En tout cas, je tiens à remercier tous les intervenants pour leur participation et pour leur témoignage. J'espère que c'est un webinaire qui vous aura apporté des éléments de connaissance, d'information, et que ça a été intéressant pour vous. Comme je l'ai dit au début, donc on va mettre en ligne le support, le replay, les contacts des personnes, et n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez les coordonnées de l'adresse générique des générateurs dans la présentation. Et nous, on sera ravis de répondre à vos questions et de vous accompagner précisément. Donc, n'hésitez pas. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, je propose qu'on en reste là et qu'on puisse arrêter ce webinaire. Merci à tous pour votre participation, et merci encore. Ah, une question. Non. Non, merci. Merci. Merci à tous. Merci encore aux intervenants, et très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir.